Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, votre émission politique. À 3 semaines du premier tour des élections législatives, nous continuons aujourd'hui à nous intéresser aux principales circonscriptions de la région, là où nous semble-t-il il y a un véritable enjeu. Nous allons parler aujourd'hui de la circonscription Avranches-Mortain, mais aussi revenir sur les événements politiques de la semaine. Cette circonscription du Sud-Manche, justement, s'étend de Pontorson à l'ouest jusqu'à Sourdeval à l'est. Elle est forte de 93 000 habitants, avec une population, nous le verrons, qui a tendance à se déplacer vers Avranches. On compte un peu plus de 76 000 électeurs pour 15 cantons et 176 communes, parmi lesquelles on trouve Avranches, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Pontorson ou encore Sourdeval. Nous accueillons sur ce plateau Philippe Bas, candidat investi sur la circonscription, candidat UMP, Guénaël Lehette, candidat divers droite. Vous êtes mis en congé de l'UMP justement pour vous présenter à cette élection. Frédéric Urguier pour le Parti socialiste et François Dufour pour la gauche alternative. Mais d'abord, avant de parler de la politique sur cette circonscription, parlons de la politique nationale. C'est bien sûr l'actualité de la semaine, la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, le nouveau président qui a parlé d'exigences morales, de justice, de travail, de sécurité, exigences également morales et de résultats. Il a également parlé de rassembler tous les Français. Et c'est bien un gouvernement d'ouverture qui a été nommé avec François Fillon comme Premier ministre. Aujourd'hui, on trouve des gens de l'UMP, mais également du centre et même du Parti socialiste, avec notamment Bernard Kouchner aux affaires étrangères et à l'Europe, l'UDF Hervé Morin à la défense. Philippe Bas, je vais m'adresser d'abord à vous. Vous étiez ministre de la Santé. Vous aviez remplacé d'ailleurs Xavier Bertrand il y a quelque temps. Vous n'avez pas été choisi cette fois-ci. Vous avez passé le flambeau à Roselyne Bachelot, qui prend un ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. Est-ce que vous êtes déçu par cette non-sélection? Et est-ce que vous pensez que l'ouverture justement à gauche et au centre, voulue par Nicolas Sarkozy, est une bonne chose? Je suis heureux d'abord, personnellement, parce que maintenant je suis 100% Sud-Manche, et je suis heureux pour notre pays. Nous avons un Premier ministre derrière notre nouveau président, Nicolas Sarkozy, qui est un vrai orfèvre de la réforme. Tout de même, c'est lui qui a fait la réforme des retraites. Nous avons un gouvernement qui est une équipe de femmes et d'hommes que je connais bien, pour la plupart d'entre eux, et qui sont choisis d'abord sur leur engagement, leurs compétences. Alors, de l'ouverture, oui, mais avant tout, un projet, celui de Nicolas Sarkozy, celui que les Français ont choisi, et il va maintenant falloir que nos compatriotes donnent à Nicolas Sarkozy les moyens de mettre en œuvre son projet, c'est-à-dire que, approchent les élections législatives, va falloir des députés qui votent la confiance, va falloir des députés qui votent et amendent les projets de loi, va falloir des députés qui soutiennent, des députés qui ont été choisis par Nicolas Sarkozy, investis par Nicolas Sarkozy, et qui seront loyaux et fidèles. Mais on va revenir, parce que c'est quand même la nouveauté de cette semaine, cette ouverture à gauche et au centre, un ministre UDF, ministre de la Défense, 3 socialistes, Jean-Pierre Jouyet, Éric Besson, l'ancien secrétaire national du PS, et effectivement Bernard Kouchner. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais m'adresser à Frédéric Urguier, le fait que des socialistes participent à un gouvernement Fillon. Écoutez, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître comme une ouverture, mais pour moi, en réalité, je pense que c'est les hommes qui ont été choisis, sont plus choisis par sans doute une volonté de développer leur ego personnel et une ambition personnelle sans doute démesurée, parce que en tant que socialiste, moi-même, je ne peux pas accepter que des socialistes, soi-disant socialistes, rentre dans un gouvernement de droite de Nicolas Sarkozy, qui a annoncé déjà des mesures en termes d'accès aux soins, des mesures restrictives en termes de précarisation. Donc non, vraiment, pour moi, n'est pas socialiste qui veut, et en tout cas qui rentre dans un gouvernement de droite. Alors, on va écouter, si vous voulez bien, la réaction d'une des candidates sur cette circonscription d'Avranches-Mortain, c'est Lydie Crespin. Elle portera les couleurs du Mouvement démocrate, le nouveau parti de François Bayrou. Elle réagit sur cette ouverture. Elle était interviewée quelques jours avant de connaître justement ce gouvernement Fillon 1. Quand on voit la façon dont Nicolas Sarkozy est en train de constituer son gouvernement, il est en train de nous faire ni plus ni moins que ce que François Bayrou prônait, c'est-à-dire un gouvernement d'ouverture. Donc il reprend nos idées sans
sans que ça soit notre leader qui soit en place, mais quelquefois c'est que les idées n'étaient pas mauvaises. Donc nous, on est dans le vrai. Vous ne pensez pas qu'on vous coupe un peu l'herbe sous le pied, justement, là, qu'il y ait ce gouvernement de rassemblement, notamment ? Je pense que c'est un gouvernement avant législative, et puis qu'après on verra la véritable image du gouvernement Sarkozy. Pour l'instant, c'est un gouvernement pour gagner les législatives, et puis après, on verra avec les secrétaires d'État comment les choses seront rééquilibrées. Et puis, on n'est pas à l'abri de remaniements ministériels. On connaît ça en politique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura un gouvernement Fillon 1 et puis un gouvernement Fillon 2 avec des ajustements, peut-être des secrétaires d'État nouveaux, parce que pour l'instant, on est sur une équipe resserrée, 8 hommes, 7 femmes, 15 ministres. Est-ce qu'après le 17 juin, on pourrait s'attendre à des nominations ? Est-ce que Philippe Bas, vous avez été contacté ? Est-ce qu'on vous a dit que vous pourriez revenir dans ce gouvernement ? Je ne le souhaite pas. Je souhaite le soutenir de toutes mes forces. J'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy, pas moins de 16 réunions publiques dans le Sud-Manche. Je l'ai conduite, j'ai été le seul à conduire cette campagne. Je suis engagé à fond derrière lui, il me fait confiance, il m'a choisi pour être le candidat de l'UMP, parce que nous savons qu'il y aura un travail très difficile à faire, et c'est parce que ce travail est très difficile que Nicolas Sarkozy a souhaité ouvrir son gouvernement au maximum. J'ai été très attentif à ce que Mme Crespin a dit, elle représente l'UDF. Au fond, elle prend acte de cette ouverture positivement, et je l'en remercie d'ailleurs. Et bien entendu, cette ouverture va continuer, parce que c'est dans un esprit de dialogue que nous voulons avancer, parce que sans dialogue, pas de réforme réussie. François Dufour, vous vouliez réagir ? Oui, je pense parce que ce gouvernement va accélérer sans doute, je dirais, une cassure dans la société, puisqu'il va appliquer tout bêtement cette mondialisation libérale. On retrouve beaucoup de ministres que j'ai rencontrés au moment des sommets de l'Organisation mondiale du commerce et qui défendaient la privatisation des services publics. Bernard Kouchner, c'est pas tellement la mondialisation libérale. Je ne parle pas de M. Kouchner, je parle d'un certain nombre de personnes comme Mme Lagarde, qui est aujourd'hui à l'agriculture. Donc je suis très inquiet et je pense qu'il faut des contre-pouvoirs. C'est pour ça que je me présente à ces élections, pour qu'on ne mette pas 90% des parlementaires derrière M. Sarkozy, parce qu'on pourrait dire qu'on retomberait dans une forme de monarchie, et ça je pense que c'est derrière nous, j'espère. Alors Philippe Bas disait il y a quelques instants qu'il ne souhaitait pas revenir dans le gouvernement. Est-ce que c'est bien ou pas bien justement qu'il y ait quelqu'un de la région, un homme politique ou une femme qui puisse être près du fonctionnement de l'État ? Guénel Levet, vous étiez battu un peu là-dessus durant cette campagne en disant qu'il ne fallait pas confondre le ministre et le candidat sur la circonscription. Mais quand on regarde la Haute-Normandie, il y a deux ministres, Hervé Morin et Christine Lagarde, et aucun en Basse-Normandie. Oui, enfin, moi je voudrais dire tout d'abord que je me réjouis de la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, et je le soutiens, moi, depuis au moins 2 ou 3 ans, et pas depuis 2 mois simplement comme M. Bas, et c'est une grande différence entre nous. Je voudrais également dire que l'ouverture qui a été pratiquée dans le gouvernement de M. Fillon, l'ouverture qui a été faite par le gouvernement de François Fillon correspond à une volonté de réforme. Et je suis tout à fait persuadé en ce qui me concerne que l'on ne réforme pas en jouant un camp contre l'autre. Et la réforme, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les Français. Et je crois qu'on ne peut pas faire de vraies réformes dans notre pays sans ouverture. Donc je m'en réjouis. Vous vouliez répondre à oui, M. c'est-à-dire, je ne veux pas être désagréable. Mais soutenir un candidat à l'élection présidentielle, c'est tout de même ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot et se décarcasser. Ce que dit Guénel Levet, c'est qu'en fait, vous l'avez fait tardivement. Je l'ai fait quand la campagne s'est ouverte. Deuxièmement, il y a un point qui me paraît très important. Quand un candidat n'est plus à l'UMP, qui n'est pas encore à l'UDF, et que, selon ses auditoires, il trouve du bien dans ce que François Bayrou dit, il se déclare proche de Sarkozy, ça me fait penser à la fable de La Fontaine. Vous savez, vous parlez de Guénel Levet. Oui. D'accord, qu'on soit ça me fait très penser clair, hein, à la fable de La Fontaine. À propos des chauves-souris, je suis oiseau. Voyez mes ailes. Je suis souris. Vive les rats. Écoutez. Il y a un moment où il faut savoir que nous n'aurons pas la mise en œuvre du projet de Nicolas Sarkozy si les candidats de la majorité présidentielle, et jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul candidat de la majorité présidentielle, ne sont pas élus pour apporter leur confiance au gouvernement Fillon et appliquer le projet de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire les réformes qui devront être votées à l'Assemblée nationale. N'oublions jamais
que le travail du député, c'est avant tout cela. Alors, nous avions au plan national, entre M. Chirac et M. Sarkozy, des divergences. Je sais que M. Bas disait il y a quelques mois qu'il était plutôt chiracien, M. Huet mais je Sarkozy. suis chiracien. Donc je vois qu'on risque de retransmettre dans cette circonscription qui souffre terriblement, à Avranches-Mortain, je dirais la même chose en termes de conflit, alors qu'ils portent le même projet. Je ne comprends plus du tout, là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas les seuls candidats et on se doit à nous de citer les autres. Les élections sont dans 3 semaines et le premier tour, donc le 10 juin. Sur Avranches-Mortain, on va découvrir les autres candidats, justement. Il y a Lydie Crespan, qu'on a entendu il y a quelques instants, qui portera les couleurs du mouvement des démocrates. Elisabeth Touzeau pour le Front National. Idilio Valdenebro pour Lutte ouvrière. Bénédicte Brodin pour la France en action. Marc Brière pour le Parti communiste. Bernard d'Aragon pour la LCR. Et Chantal Derouf pour le mouvement écologiste indépendant. Alors pour bien comprendre ce qui se passe dans cette circonscription qui a attiré notre attention, c'est vrai, il faut savoir que René André, le sortant, est resté durant 23 ans dans cette circonscription, qu'il a été nommé il y a quelque temps à la Cour des comptes. René André, qui avait en 2002 obtenu une élection dans un fauteuil, c'est le cas de le dire, 67% des suffrages au premier tour. On comprend qu'il y a une envie de se faire élire, parce que excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a une carrière qui peut se profiler, et il y a une division entre vous deux, à droite, M. Huet et M. Bas, et on va vous voir en campagne sur le terrain avant de vous laisser la parole de nouveau. Une arrivée remarquée pour un ministre de l'Agriculture et de la Pêche très attendu. Très heureux, je suis désolé du retard, mais il y avait trop de vent. On a mis 2h15 pour venir au lieu d'1h05. Direction la ferme de Pascal Orvin, une exploitation de 71 hectares sur Isigny-le-Bois. Le terrain est difficile, autant s'équiper. Dominique Bussereau a répondu à l'invitation d'un autre ministre, Philippe Bas, candidat aux législatives sur la circonscription d'Avranches. Il a fait exactement l'année dernière 75 voyages, je crois, en France. Il n'est tout de même pas anormal qu'il vienne aussi dans cette région, qui est parmi les principales régions agricoles de notre pays. Mais c'est un soutien indéniable, là, en l'occurrence. Mais c'est surtout un soutien à l'agriculture bas-normande. Dominique Bussereau est donc venu pour écouter, mais il met en garde également sur les risques de changement de cap politique qui se traduiraient par des aides européennes versées par région. Dans cette exploitation, 75 vaches laitières, des Normandes, que l'on défend. Et puis c'est une vache plutôt facile à vivre, qui se comporte bien. Est-ce que c'est une visite de soutien également au candidat Philippe Bas ? Écoutez, si je vous disais l'inverse, vous ne me croiriez pas. C'est bien sûr le soutien à un ami et c'est le travail commun avec un ami en permanence sur ces dossiers depuis le temps qu'il s'est mis à ces questions-là et il en sait maintenant plus que moi. Donc je suis ravi d'être à ses côtés. Allez Philippe. Il trinque à lui-même. Avec monsieur le maire. Alors à la vôtre. Pendant ce temps, Guénaël Huet, candidat non investi par l'UMP, arpente le terrain. Ce midi, il a rendez-vous avec le maire et les conseillers du Ménil-Adlé, un village de 192 habitants. Son concurrent, c'est Philippe Bas. Je crois que c'est une mauvaise façon de faire de la politique que de venir dans une circonscription avec l'argent du contribuable, parce que c'est l'argent du contribuable et de personne d'autre, et de distribuer 20 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, 150 000 euros par-là. Je dis qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'argent public pour faire de la propagande électorale et pour acheter des voix. C'est pas non plus... Conséquence, Guénaël Huet s'est mis en congé de l'UMP jusqu'aux législatives. Il promet d'aller jusqu'au bout et se dit prêt à défier Philippe Bas, quelles qu'en soient les conséquences. Alors Guénaël Huet, justement, quelles qu'en soient les conséquences, est-ce que vous ne craignez pas, en vous présentant en dissident à droite, de risquer quelque part votre carrière politique? Derrière, on sait qu'il y a les municipales, qu'il y a les cantonales et que vous n'aurez peut-être pas, si cela continue, certains le disent, l'investiture UMP pour les prochaines élections. Est-ce que vous ne risquez pas gros, justement, vous présentant face aux candidats UMP investis, même si on n'a pas de jugement à porter? Écoutez, d'abord, ce qu'on vient de voir, le reportage que vous avez montré montre bien l'énorme différence qu'il y a entre moi et M. Bas, qui a besoin pour faire sa campagne d'appeler des ministres, maintenant des anciens ministres, à la rescousse, et puis de faire une campagne un peu par personne interposée. Moi, je fais ma campagne tout seul, directement. Je suis le candidat du terrain, de la proximité, et dans le Sud-Manche, qui est une terre de sagesse, qui est une terre de raison, tout le monde le sait. Je voudrais un instant revenir sur le gouvernement, et puis je vais répondre à votre question, bien évidemment. La composition du gouvernement ne me surprend pas. J'ai dit tout à l'heure, l'ouverture, et ça me semble être une excellente chose, ne me surprend pas non plus
le fait que M. Bas ne soit plus ministre. Pourquoi croyez-vous que M. Sarkozy et M. Fillon n'aient pas choisi M. Bas? Tout le monde sait à l'UMP, tout le monde sait sur Paris que M. Bas n'est pas un allié, mais un rallié. Et dans ces conditions-là, ses chances d'avoir un portefeuille ministériel répondez à ma question, étaient vraiment très très faibles. Vous savez très bien que le candidat... Je réponds à votre question. Partie de l'UMP il y a encore quelques mois. Mais vous avez décidé à de votre vous mettre question. en congé. Oui. Est-ce que vous irez vraiment jusqu'au bout, ou est-ce qu'on peut s'attendre entre les deux tours à un ralliement de l'un avec l'autre, que ce soit Philippe Bas avec vous ou Guénel Huet avec Philippe Bas? La question c'était, est-ce que je prends un risque en me présentant? Non, je ne prends pas de risque en me présentant. C'est si je ne m'étais pas présenté qu'il y aurait eu un risque. Parce que vous savez, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de faire. Et si je ne m'étais pas présenté, beaucoup de gens dans le Sud-Manche qui me connaissent, sur Avranches et en dehors d'Avranches, auraient dit, il est comme les autres. On peut l'acheter, on peut s'arranger avec lui, on peut faire des combines. Ça, c'est pas mon style, et c'est pour ça que je me suis présenté. Et si je ne m'étais pas présenté, beaucoup d'Avranchinais et en dehors d'Avranches me l'auraient sans doute. Mais on vous entendait dans le reportage là, critiquer la manière de faire de Philippe Bas, qui justement faisait venir Dominique Bussereau pour le soutenir. Ça pose la question du rôle du député, savoir justement quelle place il doit avoir, quelle représentation il doit avoir près de l'État, comment il doit porter la parole. Est-ce que c'est critiquable, justement, de faire partie d'un gouvernement ou d'un grand parti et d'essayer de se faire élire? On peut se poser la question, même si on parle, comme vous le dites, de parachutage. Faire partie d'un gouvernement n'est évidemment jamais critiquable. Ce que j'ai dénoncé et que je continue de dénoncer, mais je ne suis pas le seul. François Dufour l'a fait à sa manière, Frédéric Urguet l'a fait aussi, les autres candidats. Ce sont les méthodes qui ont pu être utilisées pendant cette campagne. Se présenter à une élection législative, c'est avoir un projet. Et distribuer des subventions ici ou là, ça ne peut pas tenir lieu de projet. Et c'est moralement... On va écouter quand même Philippe Bas, si vous voulez bien, parce que là... Si vous permettez juste de finir, je trouve qu'il est moralement choquant d'utiliser l'argent du contribuable pour essayer d'acheter des voix. Ça implique une réponse. Oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, j'entends ça depuis 6 mois. J'ai déjà répondu, je vais le refaire, mais je vais le refaire avec gentillesse. Les attaques personnelles ne peuvent pas remplacer ni un projet politique pour le Sud-Manche, ni... C'est pas d'attaque personnelle, ce sont des C'est faits des attaques politiques. comment, Ce sont alors des faits politiques, Alors, simplement. je reprends ma Je phrase. ne fais que dire ce qui est vrai. Ce n'est pas une attaque personnelle, Les monsieur Bas. attaques personnelles Ce ne ne sont peuvent pas des attaques personnelles. remplacer ni un projet, ni un engagement loyal au service d'une majorité, ni d'ailleurs une expérience pour mettre en œuvre ce projet et cet engagement, une capacité de pouvoir aider le Sud-Manche en mobilisant tous les appuis dont il a besoin pour que le Sud-Manche, notre Sud-Manche, Une loyauté de 2 mois, c'est pas une loyauté. ne soit pas l'oublié, ne soit pas l'oublié des politiques nationales. Ce que je voudrais vous dire, parce qu'il faut quand même que je réponde, parce que si vous voulez, ça me blesse profondément ce que vous dites. Alors, j'ai en charge, jusqu'à aujourd'hui, des politiques nationales. Des politiques nationales qui sont de grandes politiques. Je pense par exemple à la politique des personnes âgées. Je pense Vous n'êtes pas le seul. à la politique des personnes handicapées. Alors, Vous n'êtes pas le seul, voyez-vous, monsieur. puisque Les départements également. C'est même la compétence principale Laissez-le terminer, des s'il vous départements. plaît, monsieur Huet. Monsieur, dans une maison de retraite, le prix est payé à 55% par la personne, à 33% par l'assurance maladie mobilisée par l'État, à 12% par le département. Et qui finance l'aide sociale? Heureusement, Si c'est pas le y département. compris dans l'aide sociale, C'est pas le département. 12%. Bon, alors, écoutez, si vous voulez être député, commencez par travailler vos Oui, dossiers. eh bien, et laissez-moi terminer, eh bien, s'il vous plaît, eh bien, mon vous commencez, monsieur explication. Bas, par réviser vos chiffres, ils ne sont pas exacts. Mais je ne sont peux pas le exacts, vos démontrer, chiffres. monsieur, vous prenez un risque. Est-ce que vous savez, prenez un gros risque. quelle Alors, est la part des s'il vous dépenses plaît, sociales je termine dans la gestion des départements? Mais je ne vous parle Je suis pas sûr de que vous ça, l'ignorez. je vous parle des personnes âgées. Je suis sûr que vous l'ignorez. Alors, je termine très... On termine s'il ce vous plaît. chapitre et puis on va passer à autre chose. Oui, Je voudrais voyez qu'on- aussi l'avenir de la région, parce que C'est complètement. Je pense que- c'est vraiment mépriser les électeurs rapidement, que de difficile, penser que qui supporter. que ce soit peut acheter des voix. Je n'ai pas cette idée, moi, de l'électeur français. Alors je vais vous dire maintenant, sur les personnes âgées, eh bien la Manche a reçu l'année dernière 5 279 000 € du plan d'aide à la modernisation des maisons de retraite. L'Orne, 4 738 000 €. L'Orne a 200 000 habitants de moins que la Manche, et elle n'a reçu que 10% de moins que la Manche. Ce qui veut dire que j'ai loyalement et dans un esprit d'équité essayé de régler des problèmes sur tout le territoire national, y compris
n'en déplaise à d'autres candidats dans la Manche et dans le Sud-Manche. Parce que, voyez-vous, il y a aussi des besoins dans la Manche et le Sud-Manche, et les gens sont contents qu'on s'occupe de leur maison de retraite. L'auriez-vous fait si vous n'aviez pas été candidat ? C'est prouvé. L'auriez-vous fait si vous n'aviez pas été candidat ? Je viens de le prouver puisque je l'ai fait dans la Manche, dans l'Orne, dans le Calvados, dans la Mayenne, dans l'Ille-et-Vilaine et dans tous les départements de France grâce à la journée de solidarité. Alors, on va essayer on a de donné les comprendre moyens. ce qui se passe sur cette circonscription. On l'a dit, René André avait été élu confortablement avec 67%. On va regarder, si c'est possible, tout de suite le résultat du second tour de l'élection présidentielle pour s'apercevoir que le Sud-Manche est très à droite, la Manche en général, mais le Sud-Manche en particulier. Nicolas Sarkozy a obtenu 61,46% contre 38,54% pour Ségolène Royal. Là, je m'adresse à Frédéric Orguier. Qu'est-ce que vous inspirent ces chiffres et est-ce que la gauche peut faire basculer cette circonscription très concrètement ? Bien entendu, au moment des résultats de l'élection présidentielle, j'ai été déçue. Déçue d'abord parce que Ségolène Royal, selon moi, représentait une nouvelle méthode politique, un renouvellement politique, et je me retrouvais tout à fait dans ces valeurs liées à la justice sociale et à la solidarité. Alors sur la circonscription, bien entendu, je le savais déjà avant, puisque j'ai été investi par le Parti socialiste très tôt, au mois de juin 2006, dans cette circonscription. Et alors, nous ne savions pas que nous aurions le ministre Philippe Bas dans la circonscription. Et donc, je pensais que René André serait candidat à nouveau et qu'il s'agirait pour moi donc comme aujourd'hui, je veux dire, je n'ai pas changé ma méthode. Il s'agit pour moi de faire progresser la gauche et vraiment d'impulser de nouvelles méthodes politiques. Faire progresser la gauche, justement. On a entendu Lydie Crespin tout à l'heure du mouvement démocrate. On sait que compte tenu du contexte politique de cette circonscription, ça ne va pas être facile pour vous, il ne faut pas se le cacher. Est-ce qu'il faut faire une union de la gauche, qui irait d'ailleurs de la gauche extrême jusqu'au centre? Est-ce que François Dufour, vous êtes prêt à vous rallier et à Lydie Crespin, pourquoi pas, mouvement démocrate, et à Frédéric Orguier pour essayer de faire un front commun contre les candidats de droite qui sont ici? Écoutez, moi, si je suis candidat dans cette élection, c'est parce que mon engagement de militant syndical national et international m'a amené à côtoyer un certain nombre de dirigeants français, que ce soit dans les périodes d'alternance avec la gauche ou que ce soit avec les gouvernements qui se succèdent aujourd'hui. Et j'ai été très, très choqué, je dirais, de la manière dont la caution de l'État français avec les schémas internationaux de libéralisation des échanges, où le marché prend le dessus sur les êtres humains partout, ça m'a choqué. Et le fait que ni la droite classique, forcément libérale, n'a pas envie de changer, et ni la gauche classique n'a voulu vraiment mettre le coin dans cette partie d'ouverture au libéralisme, je me suis dit, il faut que je m'engage dans cette circonscription. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu seul finalement sur cette circonscription? Je pense que je suis assez habilité pour parler de la réalité économique, sociale, de cette grande souffrance que vit le Mortainais, où il y a vraiment une paupérisation, une misère qui s'est installée. Il y a une richesse de bocage et territoriale et de culture des gens, et il y a une grande misère. Et là, je dirais que ni la droite, et forcément c'est pas son rôle, elle est libérale, ni la gauche classique n'a tenu à redistribuer les cartes. Monsieur Bas parlait tout à l'heure de l'argent qui est descendu dans cette région par rapport au plan de soutien aux personnes âgées. Mais l'argent qui descend dans cette région pour l'agriculture, elle est conséquente, la somme qui vient dans ce Sud-Manche. Si elle était mieux répartie, on arrêterait de supprimer 3 fermes sur 4 tous les ans. Donc pour vous, la priorité, quand on vote pour vous, François Dufour, on vote pour la défense de l'agriculture, qu'on soit clair. On vote pour la défense des êtres humains et la place des êtres humains dans cette agriculture. Vous savez, il y a l'agriculture, tout le monde se dit de la défendre. Et les êtres humains derrière, personne ne s'y attache. Dans ce monde où, je dirais, la brutalité du marché écrase l'être humain, moi je voudrais réhabiliter la place de l'homme et réinvestir des êtres humains pour on va passer, si vous voulez dynamiser bien. l'agriculture demain, c'est mon domaine. Alors pour la question de ralliement, ça on verra entre le premier et le deuxième tour. Ce que j'espère, c'est faire partie du trio du deuxième tour. On va parler et de la générosité. On va parler des grands dossiers de cette circonscription pour essayer d'intéresser les gens qui n'habitent pas forcément entre Mortain, Sourdeval et puis Avranches. Parmi les grands dossiers, justement, il y a la fameuse ligne très haute tension, la THT. Ça sera sur la table du futur député, parce qu'on sait qu'il faudra faire un choix entre l'enfouissement ou alors une liaison
aérienne entre Flamanville et les Pays de Loire pour transporter cette électricité. On va resituer le contexte avec ce reportage de Rémi Mauger et Guy Mildred. Réaliser 150 km de ligne souterraine 400 kV ne répond pas aux besoins fondamentaux de ce projet. Parmi ceux qui n'y croient pas davantage, les 80 associations réparties sur 5 départements engagées contre la THT. On va se trouver avec des travaux qui vont coûter plus du milliard, 1 milliard et demi pour l'enfouissement de cette ligne, alors que la ligne aérienne coûte 250 millions d'euros, ce qui est déjà excessif. Traverser un ruisseau avec une ligne très haute tension enterrée, c'est-à-dire 15 mètres de large sur 2 mètres de profondeur, le tout bétonné, on dévie les ruisseaux, on dévie les sources. Il y a une incidence géologique qui est énorme. Un impact que reconnaissent même les transporteurs d'électricité. Évidemment, sur le plan visuel, on ne verra pas des pylônes, mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est l'impact qu'il peut y avoir sur les milieux naturels, notamment dans des zones humides, au niveau des sols également. Étonnante campagne, largement relayée par la presse locale, à grand renfort de points d'exclamation. Respecter le bocage assure ne rouler pour personne. Dans le débat sur le nucléaire, ils se disent neutres. Ce n'est évidemment pas le cas du collectif qui, au cours des dernières semaines, a milité contre l'EPR, contre la THT et pour les énergies alternatives. Il faut dire que je ne suis pas un manifestant dans l'âme. Les travaux de l'EPR, on le sait, à Flamanville, sont commencés. On ne va pas débattre sur faut-il ou pas faire l'EPR, notamment sur cette circonscription. On a beaucoup parlé aussi de la fameuse ligne THT, faut-il ou pas l'enfouir. Philippe Bas, qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Je préconise que nous ayons tous, dans la transparence démocratique, l'information la plus complète sur les possibilités techniques et sur les coûts pour savoir si en tout ou partie on peut faire ou non de l'enfouissement. Mais vous êtes plutôt favorable à l'enfouissement ou à l'aérien ? Si c'est possible et aussi loin qu'on peut le faire, j'y suis favorable. J'en doute d'ailleurs, mais je voudrais absolument qu'au moins, au lieu de se faire imposer les choses de l'extérieur, on puisse avoir sur la table toutes les données du problème pour choisir. Les décisions imposées sans dialogue démocratique, ça n'est pas mon truc. Je voudrais ajouter que s'il s'agit de trouver le bon canal pour cette ligne à haute tension, on est tous contents quand on appuie sur le bouton d'avoir de l'électricité dans la maison. Eh bien, il faut bien effectivement que l'électricité passe quelque part. On ne peut pas l'envoyer par satellite ni par la mer. Bon, eh bien, à ce moment-là, je suis partisan qu'on réutilise dans toute la mesure du possible le canal qui existe actuellement pour la ligne à 400 000 volts qui existe, de sorte qu'on ne dérange pas d'autres parties du territoire avec ces travaux. Frédéric Herguet, enfouissement ou pas, au Parti Socialiste, on se pose déjà la question de savoir s'il faut ou pas faire l'EPR, puisqu'il y a un débat, alors on n'en est pas arrivé à l'enfouissement, mais voilà, on voudrait connaître votre avis sur la question. Toute seule, elle arrive en raison du projet EPR, et bon, vous disiez le chantier est commencé, mais nous... section du Parti Socialiste du Sud-Manche, nous nous sommes prononcés très tôt contre ce projet EPR. Pourquoi ? Nous pensons qu'il ne répond pas aujourd'hui aux besoins énergétiques, en tout cas dans la façon de faire. Mais vous savez qu'il y a des emplois en face, on parle de plusieurs milliers d'emplois dans le Nord-Cotentin. C'est souvent les arguments d'ailleurs développés par les gens qui défendent l'EPR. Dans les énergies renouvelables également. Dans la Manche, dans le Nord-Manche, ils sont pour. Bernard Cazeneuve, effectivement, est plutôt favorable à l'EPR. Bien sûr. Il est également pour la réduction de la part du nucléaire en général. Bon, c'est vrai qu'il défend l'EPR, mais je crois qu'il le défend pas seulement pour les emplois, il le défend parce que lui, il pense que c'est un projet qui peut répondre aux besoins énergétiques. Nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous voyons l'exemple de la Finlande et nous pensons qu'il faut investir considérablement dans les énergies renouvelables. Guénaël Louette, au sujet de l'EPR et de cette ligne THT, est-ce que vous pensez que c'est justement le grand dossier de cette campagne sur cette circonscription, cette ligne THT, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des choses plus importantes, notamment comme l'emploi, on va en parler dans quelques instants? C'est un des grands dossiers, à coup sûr. D'ailleurs, à chaque réunion que l'on peut faire, notamment dans le Mortenay, on nous parle de la THT. Alors moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je n'ai jamais été un anti-nucléaire et je ne vais pas le devenir le temps d'une campagne électorale, simplement par souci démagogique. Ce que je regrette par contre, je l'ai dit déjà et je le redis cet après-midi, ce que je regrette, c'est qu'en France, quel que soit le sujet, quel que soit le problème, on n'a qu'une seule réponse. Et c'est vrai aussi pour la politique énergétique. Moi, je suis pour de multiples réponses. Le nucléaire doit avoir sa place, mais pas toute la place dans la politique énergétique française. Et je souhaiterais moi aussi que l'on s'oriente vers des énergies renouvelables. Alors, tout le monde semble d'accord là, tout à fait sur ce sujet. En ce qui concerne la ligne elle-même, moi je fais deux propositions. La première, c'est que l'on nous dit, et à juste raison, que le nucléaire nous fait gagner de l'argent.
Parce que ce qu'on produit en énergie nucléaire, on est quitte d'aller le chercher et l'acheter ailleurs en tonnes d'équivalent pétrole. C'est vrai. Eh bien, utilisons une partie des économies réalisées pour faire, là où c'est possible, l'enfouissement. Là où c'est possible, sur certains endroits c'est possible. Et puis, utilisons aussi la ligne existante aussi souvent que c'est possible. Et la deuxième proposition, c'est que je suis, moi, un très chaud partisan de la coopération entre collectivités locales et je souhaiterais que on prenne langue avec la région Bretagne et la région des Pays de la Loire et qu'on leur dise que l'énergie nucléaire qui va être produite sur Flamanville ne va pas seulement desservir la Basse-Normandie, bien au contraire, et leur demander de participer au surcoût de l'enfouissement. Voilà, donc pour résumer, l'enfouissement, on est tous d'accord que ça peut être Moi, je ne suis pas d'accord avec l'enfouissement. Parce que je pense vous êtes contre le PR, vous pensez? Je pense que le PR est une mauvaise chose, d'autant plus que, je dirais à la limite EPR ou pas EPR, quel est le sens économique de faire une production d'électricité dans le Nord Cotentin pour aller la transporter au sud de Laval, en renchérissant les coûts de production à travers le couloir de ligne et en faisant supporter des nuisances, sachant qu'on n'a jamais réglé le problème des déchets nucléaires. Donc, à mon avis, l'économie de Bas-Normande, l'économie en général, est en train de prendre un mauvais coup en investissant dans ce projet. Et quand vous parlez d'emploi, l'emploi dans les énergies renouvelables, oui, bien sûr, il y a de l'emploi. Et le rapport qui a été fait par... Il y a des emplois qui induits avec la fabrication et la construction de cette EPR. L'étude sur l'EPR nous montre qu'il y aura 400 emplois en temps plein. L'étude de décès de vent du Cotentin sur les énergies renouvelables nous montre qu'on aurait pu créer 10 500 emplois. Et quand on va parler tout à l'heure de l'emploi dans le sud, on va y aller, justement. On peut générer dans toute cette région du Mortainais et de l'Avranchin un développement des emplois à partir de la réduction et de la maîtrise de l'énergie et d'une autre énergie. François Dufour, justement, vous parlez d'emploi, ça tombe bien, on avait prévu de l'évoquer à l'instant. On va regarder les chiffres, puisque ça a pas mal évolué en 25 ans. Entre 1975 et 2000, ce secteur du Sud-Manche a perdu plus de 8000 emplois. Il y a 7 ans, c'était le dernier recensement, 2000. On comptait 50 800 salariés. Ce qui est également intéressant, c'est de voir les secteurs qui marchent et ceux qui perdent des emplois. Le tertiaire, c'est-à-dire les emplois de service, et notamment ceux liés au tourisme, ont gagné 9000 emplois, alors qu'au même moment, l'agriculture, en 25 ans, a perdu 16 000 de ses emplois. Comment expliquer justement que l'agriculture ait tant souffert et qui est responsable? Frédéric Orguet. Qui est responsable? L'agriculture, je crois, a souffert de la politique agricole commune qui a été menée, avec une aide plus spécifique aux gros agriculteurs et une aide, on sait que 80% des agriculteurs ne bénéficient pas des aides les plus importantes. Et nous, pour soutenir l'agriculture dans les petits territoires, nous avions mis en place des contrats territoriaux d'exploitation, des contrats ruraux, qui permettaient d'aider les agriculteurs à mener une agriculture durable, une agriculture de qualité. Et que doit-on faire justement pour essayer de faire de la qualité et de maintenir ces emplois? Est-ce que vous avez des solutions, messieurs? Je vous écoute. Parce que là, 16 000 emplois sur 25 ans, à ce rythme-là, il ne va pas en rester beaucoup, notamment dans les producteurs laitiers. Philippe Bas. Alors, moi, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il faut construire sur nos atouts. Qu'avant tout, l'agriculture du Sud-Manche, c'est un atout pour le Sud-Manche. Nous avons des exploitations dans de nombreuses spécialités, mais en particulier pour l'élevage laitier, qui sont de très belles exploitations, qui sont vraiment à la dimension européenne. Nous avons également une capacité de transformation avec de très belles entreprises agroalimentaires à proximité. Et c'est cette intégration de la filière laitière qui fait notre force. Quand je vois aujourd'hui nos éleveurs, ils attendent deux choses: avoir davantage de quotas de production, et deuxièmement, qu'on relâche la pression qui devient insupportable sur les paperasseries. Quant à la politique agricole commune, Madame Murier, souvenez-vous d'une chose: si on ne l'avait pas, notre agriculture serait en ruine. Et quand Jacques Chirac, en 2003, par un accord avec Gerhard Schröder, le chancelier allemand, a sauvé la politique agricole commune pendant 10 ans, ça a été pour notre agriculture. Le problème, c'est la répartition des aides entre les agriculteurs, Monsieur Bas. Un ballon d'oxygène pour les 10 années qui viennent. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, je suis pour que,
aujourd'hui, nous nous fixions comme objectif le maintien de l'emploi agricole à son niveau actuel. Je crois qu'il ne doit plus et il ne peut plus descendre. Et c'est très important de faire en sorte que, quelle que soit la combinaison des moyens, on utilise naturellement les CUMA, les entreprises de travaux agricoles, mais on ne peut plus laisser baisser l'emploi agricole dans notre pays. Mais Monsieur Bas, alors le gouvernement auquel vous avez appartenu a négocié, dans le cadre de la politique agricole commune, une baisse des prix qui font que depuis 5 ans, le prix du lait a baissé de 10% à la production. Et que ça a fragilisé... Ils ne sont plus réglementés, mais peut-être, mais nous sommes toujours en réglementation puisque nous avons toujours les quotas jusqu'en 2013. Après, qu'adviendront-ils? Ceci dit, les prix baissent. C'est dû à quoi? Parce qu'on n'est pas forcément tous spécialistes du prix du lait. Il y a une espèce de dogme et une idéologie à l'Organisation mondiale du commerce qui vise à aligner les prix agricoles, soi-disant, vers les prix les plus bas, c'est-à-dire le cours mondial. Ça voudrait dire aligner nos pays sur les moins-disants environnementaux, sociaux. C'est vraiment une catastrophe. Alors, on nous prépare pour la décennie, à nouveau, 50% des producteurs de lait de notre région devraient quitter le territoire. Et on ne veut jamais parler réellement de l'efficacité économique et de l'efficacité sociale de ces exploitations-là. Quelle est votre proposition? Il faut garder la maîtrise de la production avec les quotas laitiers, notamment, et il faut en même temps redistribuer les aides, rééquilibrer les aides en prenant en compte toutes les surfaces fourragères à base d'herbe. Si ces aides étaient données dans le même niveau que les aides au maïs, par exemple, 52% des territoires de cette petite région retrouveraient un soutien européen. Avec le même budget, on renverse la tendance. Et là, on stabilise le nombre d'exploitations et on peut transmettre aux générations futures les sièges d'exploitation viables. On a compris que c'était un sujet que vous connaissiez bien, peut-être pas autant que tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est pour ça qu'on va revenir à des choses peut-être plus concrètes. Notamment, on parlait d'emploi. Vous parliez justement du Mortainais qui a perdu non seulement des emplois, mais aussi une partie de sa population, avec une baisse de à peu près 6%. C'est dû à quoi? Question. Eh bien, c'est peut-être dû à l'A84, on va voir quelques images, qui est mise en service depuis quelques temps, avec un effet que vous n'aviez peut-être pas prévu, un déplacement de population, à peu près 11% de la population en plus sur le secteur d'Avranches, et 6% sur l'est de la circonscription, du côté de Sourdeval-Mortain. Alors comment on fait là encore pour essayer de maintenir de l'activité, des services, des écoles, des services de proximité, plus à l'est, sachant qu'on a des infrastructures routières comme la 84 à l'ouest? Moi, je voudrais tout de même dire un mot sur l'agriculture également, qui est... On va pas y revenir, rapidement, parce qu'en tout cas, on ne va pas revenir sur tous les dossiers. Je vais le dire rapidement, mais mes trois concurrents se sont prononcés sur l'agriculture, qui est un enjeu très important chez nous. Je voudrais tout de même rappeler que le département de la Manche, c'est la moitié des exploitations agricoles de Basse-Normandie. Alors moi, je fais très rapidement 3 propositions. D'une part, il faut que le revenu des agriculteurs viennent de la production et pas d'autre chose. Deuxièmement, il faut faciliter l'installation des jeunes agriculteurs, notamment en trouvant un certain nombre de moyens de procéder pour la transmission du foncier. Et puis troisièmement, je suis moi pour une certaine renationalisation de la politique agricole. Bon, alors... venons-en à la question quand même que je posais, importante, savoir comment on fait vivre des petits bassins ruraux comme cela dans le Mortainais, comment on maintient les services alors que la population s'en va. Les images que nous avons vues, ce sont les autoroutes de la mondialisation que nous avons vues. C'est ce qui fait que... La réponse de Guénel. Alors, vous avez raison, vous avez raison de dire qu'il y a dans notre Sud-Manche une certaine différence entre l'Avranchin et le Mortainais. Mais il n'y a pas de fatalité. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'il n'y a aucune raison pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets dans le Mortainais et dans l'Avranchin. Ce qu'il faut faire pour le Mortainais, c'est le désenclavement routier et le désenclavement ferroviaire. Si on a eu, depuis quelques années, et je m'en réjouis en tant que maire d'Avranches et conseiller général du canton d'Avranches, un bon développement économique sur l'Avranchin, c'est grâce à la route. Il nous faut désenclaver le Mortainais, tant sur le plan routier que sur le plan ferroviaire. Et puis, je souhaiterais aussi que dans un souci de justice et d'efficacité, on crée dans le Sud-Manche un syndicat mixte à vocation économique. D'autres l'ont créé. Mais le Nord-Manche l'a créé, le Centre-Manche l'a créé. On ne peut pas être contre vous. Quand vous dites, effectivement, il faut désenclaver le Mortainais et essayer d'amener des infrastructures routières et ferroviaires
je pense qu'ici, autour de la table, on est tous d'accord. Mais concrètement, quel axe, quel financement, quelle route principale? On commence par quoi? Très simplement, M. Beignet, très simplement, c'est l'ancienne route nationale 176 que l'État n'a pas faite et que le département de la Manche va devoir faire. C'est l'axe entre Alençon et Pont-Tombeau qui passe par Saint-Hilaire-du-Harcouët. C'est l'axe qui passe également qui vient de Vire, qui va jusqu'à Saint-Hilaire-du-Harcouët et qui passe par Sourdeval et par Mortain. Lorsque l'on aura désenclavé, lorsque l'on aura modernisé ces deux axes-là, on aura désenclavé le Mortainais et on lui redonnera des marges de manœuvre. Bon, Philippe, est-ce que vous n'avez pas, je m'excuse d'être un peu brutal, mais une part de responsabilité dans ce qui se passe dans l'enclavement du Mortainais, mais dans la désertification du milieu rural? Vous étiez au gouvernement. Est-ce que on a tout fait pour essayer de maintenir une certaine activité? On a parlé de la disparition des écoles, on a parlé des postes, on a parlé de petits services publics, et on parle maintenant de transports scolaires qui ne vont plus forcément au bout de la route parce qu'on n'a pas les moyens, il n'y a pas assez d'élèves à ramasser. Nous avons mis en place les éléments d'une nouvelle politique de la ruralité, de l'aménagement du territoire. C'est très important. Je partage largement ce que M. le maire d'Avranches a dit sur la nécessité du désenclavement. L'important, ça va être de mobiliser des crédits qui vont être très importants, et il faudra pour ça pouvoir se faire ouvrir toutes les portes et avoir, je le dirais, un bon ouvre-porte, pas un pied de biche, mais enfin, le moyen que quand on force la porte d'un ministère, on y soit reçu pour pouvoir être aidé, le moyen qu'au Conseil général, avec mon ami Jean-François Legrand, nous puissions le faire. Et alors, vous voyez que nous avons maintenant une priorité, c'est le contournement Est d'Avranches par l'autoroute, qui est un financement entièrement national, comme M. Huette le sait. Monsieur. C'est un financement mixte entre l'État, la région et le département. Et ce projet, vous devriez revoir vos dossiers. Absolument qu'il puisse être mis en œuvre. Regardez une commune comme Juvigny-le-Tertre. Aujourd'hui, elle met une demi-heure pour rejoindre l'autoroute. Il faut absolument qu'on ramène cette distance à un quart d'heure. Vous savez que aujourd'hui, l'activité se fait là où les liaisons sont les meilleures. Et je voudrais vous dire aussi que nous avons besoin de développer un tissu de zones d'activité qui ne soit pas simplement, comme c'est le cas actuellement, autour d'Avranches et de Ducey, mais qui soit mieux réparti. Et il faut trouver une activité pour l'homme et la femme, car autrefois la politique d'aménagement du territoire, un emploi suffisait, maintenant il faut trouver deux emplois. Je veux que nous réussissions ensemble à développer les emplois médico-sociaux pour les personnes âgées, qui nous permettra effectivement de fixer des emplois, notamment féminins, sur le Mortainais, pour l'aide aux personnes âgées. Alors la parole aux femmes, justement. Oui, je crois que ce n'est pas simplement une question de liaison ferroviaire ou routière, il y a également le problème des services publics et des écoles et de l'éducation. Dans notre secteur, beaucoup de services publics sont en train d'être démantelés. On le voit pour la Poste, qui a signé une convention avec le Conseil général. On le voit avec EDF, on le voit avec d'autres services qui ferment les uns après les autres. Oui, qui se regroupent d'ailleurs dans de grandes villes, donc ce qui n'est pas du tout opportun pour notre territoire. Il y a également les écoles. Je crois qu'il faut éviter la fermeture des écoles maternelles et il faut favoriser la scolarisation des enfants à 3 ans pour que justement les jeunes ménages qui s'installent dans de petites communes puissent y rester. Vous voulez dire je crois que la question de la relocalisation de l'économie, elle passe de toute façon par une redistribution des richesses. Et quand M. Badi, il faut, avec un pied de biche, ouvrir certaines portes pour apporter et drainer de l'argent, il va bien falloir soutenir dans le Mortainais, parce que vous pouvez faire le contournement est d'Avranches, ça n'est pas, à mon avis, cela qui va redonner du punch à l'économie du Mortainais, qui est en perte de vitesse à cause d'une absence de redistribution des richesses ces dernières années. Voilà, si vous voulez bien, pour l'aménagement du territoire, on va passer à un autre sujet. Là aussi un sujet national, on entend parler, on a parlé de l'EPR, de la THC, et on parle aussi du Mont-Saint-Michel avec la polémique autour des travaux qui ne cesse de rebondir. Dernier épisode en date, l'accès au Mont-Saint-Michel. En décembre dernier, faute de moyens, le syndicat mixte a renoncé à la navette qui devait transporter les visiteurs au pied du mont. Du coup, les visiteurs vont devoir parcourir le dernier kilomètre à pied. Pauline Latruite, Joël Amar. C'était la voie rêvée, trop belle mais trop chère. L'image restera donc virtuelle. Retour à la réalité avec une autre navette moins luxueuse qui transportera les visiteurs non plus au pied du mont mais à 900 mètres. En clair, les touristes devront marcher. Autre point de désaccord, les parkings. Ils vont être transférés, l'un à 2 km, l'autre à Pontorson, d'où cette inquiétude de la part d'élus et des professionnels du tourisme. Tout est flou au niveau des navettes. Au niveau Pontorson, la caserne,
on n'a aucune information au niveau des navettes. Et ces gens-là vont repartir, et il ne reviendra sûrement pas au Mont. Personne ne pourra plus aller. Je dis non seulement les personnes âgées, non seulement les personnes à mobilité plus ou moins réduite, mais même le commun du mortel. Il ne va pas s'amuser à faire 900 mètres, à se ramasser l'eau à l'horizontale dans le nez. Une fois arrivé au pied de Mont-Michel, il faudra qu'il monte encore 400 marches pour aller à l'abbaye. C'est la fin de l'abbaye. Le cœur du problème, c'est bien sûr l'argent. L'an dernier, le Premier ministre l'a annoncé sans détour, le budget s'élève à 160 millions d'euros, à charge pour le maître d'ouvrage, en l'occurrence le syndicat mixte, de s'y tenir, quitte à réviser ses plans, tout en respectant le site et ses visiteurs. Pour les gens à mobilité réduite, eh bien, il y aura une navette particulière et qui ira là jusqu'au pied du mont. Pour les salariés, les gens qui travaillent au mont, il y aura une navette des Montois qui ira jusqu'au pied du mont. Donc tout a été prévu pour qu'on soit dans les conditions optimum de desserte du mont. Initié par la droite puis repris par la gauche, ce projet a toujours été et reste sensible. D'ailleurs, ses défenseurs aujourd'hui n'hésitent pas à dénoncer une manœuvre politique en période d'élection. Quoi qu'il en soit, cette question mérite la transparence puisqu'elle concerne la gestion de 3 000 à 6 000 véhicules par jour, soit 3 millions de visiteurs à l'année. Alors, ça n'est pas simple au Mont-Saint-Michel. On avait une enveloppe de 164 millions d'euros et on apprend là, ces jours-ci, ça a été rappelé dans ce reportage, que les visiteurs vont devoir y aller à pied. Est-ce que ça n'est pas choquant, ça? Je m'adresse d'abord à Frédéric Urguet. Le fait que le projet ait été ficelé apparemment et qu'au dernier moment, on se dit va falloir y aller. Ces 900 mètres, il va falloir les parcourir à pied. Écoutez, il faut peut-être d'abord rappeler une chose. Le dossier était quasiment bloqué jusqu'en 2004, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle majorité au Conseil régional. Et c'est Philippe Duron qui a pris à bras-le-corps la situation en contactant le Conseil régional de Bretagne, en entamant des discussions avec le Conseil régional de Bretagne pour qu'il puisse entrer dans le syndicat mixte, en entamant des négociations avec l'État. Donc le dossier a été renégocié. Aujourd'hui, il est à 164 millions d'euros et nous ne pouvons pas normalement déroger de cette enveloppe. Donc quand on refait les comptes, effectivement, il y a des choix à faire. Je pense que Philippe Duron fait tout ce qu'il faut pour une large concertation et je comprends bien entendu la préoccupation des acteurs économiques concernés par cette situation, mais les choses ne sont pas complètement déterminées et nous y travaillons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Philippe Bas, je m'adresse à vous justement. On parlait d'une collaboration possible et encore plus accentuée avec les Bretons. C'est déjà le cas, le syndicat mixte comporte les Bretons. Mais non, demandez peut-être de participer encore un petit peu plus vous voulez, à la facture. Il y a un petit peu d'échauffement actuellement. Je pense que parmi tous les problèmes qui ont été mis sur la table, dont beaucoup sont de vrais problèmes, des solutions sont possibles. Handicapés, personnes âgées, bien sûr qu'il faut les conduire jusqu'au pied du mont. Quant à la distance qu'il faut faire à pied, il faut qu'elle soit la plus courte possible tout en permettant la découverte du mont. Je vous signale qu'aujourd'hui, quand le parking est plein, la moitié des voitures sont à plus de 900 mètres. Il ne faut pas non plus donner une image inexacte de ce qui se passe. Troisièmement, il y a le problème entre Pontorson et la caserne, qui est le dernier point de terre avant le Mont-Saint-Michel. Comment on répartit les voitures? Comment on fait la circulation? Comment on évite les embouteillages? Je crois qu'il y a vraiment, pour ce projet, de quoi faire quelque chose de formidable à l'échelle universelle. Il va falloir simplement que, pour ne pas laisser les fantasmes se développer, on fasse beaucoup plus de concertation, d'information, et qu'on mette dans les groupes de travail les principales parties prenantes du Mont-Saint-Michel pour que le dialogue permette, au fond, quand c'est des projets, des problèmes concrets, qu'on trouve des solutions entre gens de bonne foi, de manière pragmatique, en laissant de côté tout l'arrière-plan politique qui parfois pollue un petit peu les sujets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on n'arrive pas au bout du chantier? On en a vu d'autres, des grands chantiers qui étaient commencés et finalement qui n'allaient pas au bout. Je suis convaincu qu'on va y arriver. C'est un projet écologique, c'est un projet qui, alors que nous sommes dépositaires véritablement d'un monument à l'échelle universelle, qui est un monument sacré pour l'humanité, de pouvoir encore améliorer l'image de ce monument pour que les touristes du monde entier soient encore plus nombreux à venir, et surtout qui viennent pas seulement au Mont-Saint-Michel, qui viennent découvrir notre bocage. On va conclure cette émission dans quelques instants. J'aimerais simplement faire un tour de table. On sait que vous êtes tous les 4 candidats sur cette circonscription à Franche-Mortain. Le mot de la fin, on va commencer par Guénaël Huet. Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message ultime avant de vous présenter devant les électeurs le 10 juin prochain?
Écoutez, tous les dossiers qui viennent d'être traités pendant cette émission-là, le Mont-Saint-Michel, l'agriculture, les services publics, l'emploi, le désenclavement du Mortainais, montrent que le Sud-Manche a besoin de quelqu'un qui connaît la circonscription, de quelqu'un qui est un élu de proximité, pas de quelqu'un qui découvre la circonscription depuis 3 mois ou 4 mois et qui ignore à peu près tout des vrais enjeux et des vrais besoins de la population. C'est ça mon message, c'est celui de la proximité, celui de la légitimité du terrain. Philippe Bas, le mot de la fin pour vous également. Cette élection législative, c'est quoi ? Donner à Nicolas Sarkozy les moyens de gouverner, sinon il ne pourra pas mettre en œuvre son projet et rétablir la valeur de travail. Je suis le seul candidat de la majorité présidentielle. Deuxièmement, pour résoudre nos problèmes qui sont nombreux, j'ai été dans chacune de nos 176 communes, partout j'ai été bien accueilli, car les Bas-Normands, et Guénaël Huette le sait bien, quand il est arrivé, il a bénéficié du même accueil de sa Bretagne natale. Eh bien, les Bas-Normands sont accueillants, chaleureux, ouverts, sympathiques. Il y a ici une humanité qui ne demande qu'à accueillir et qu'à avancer. Et puis troisièmement, vous accueillir, je suis. Et troisièmement, il est très important effectivement d'avoir la capacité, l'expérience nécessaire, la connaissance des ministres, la connaissance du Parlement, qui permettra d'être opérationnel tout de suite sans attendre. Allez, un mot rapidement, il reste 49 secondes. Ce que dit M. secondes. Bas, ça me fait un peu peur, quand il dit qu'il faut être vraiment en relation avec les ministres, bien les connaître. Alors, si vraiment on professionnalise la politique, alors ça veut dire que la démocratie en a pris un grand coup, et ça m'inquiète fortement. Donc moi, je pense que je suis né dans ce pays, je suis dans ce territoire, je suis un enfant du pays qui connaît bien les populations, je suis libre de tout appareil, et croyez-moi, si je suis élu demain, on parlera du Mortainais de l'Avranchin à l'Assemblée nationale, sans langue de bois. Un mot, il nous reste 18 secondes. Frédéric Hurguet, allez. Mon projet à moi pour le Sud-Manche, c'est de remettre l'homme au cœur du Sud-Manche. C'est-à-dire qu'il doit être la priorité. La priorité doit aller à la solidarité, à la citoyenneté, à la démocratie. Je m'engage pour un non-cumul des mandats, par exemple. Ça sera voilà. votre engagement, on l'a bien compris, si vous êtes élu. Rendez-vous tous les 4 le 10 juin pour le premier tour et le 17 juin pour le second tour de ces législatives. Merci d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la circonscription d'Alençon. Bonne journée sur France 3 dans quelques instants du journal régional.